Un train avance lentement dans la vallée. Autour, il n'y a que de la nature, des falaises immenses couvertes de jungle, une rivière qui remonte à contre-courant, et pendant des kilomètres, pas la moindre route, pas une seule ville. Plus le train avance, plus tout devient silencieux, comme si on s'éloignait petit à petit du monde. Et puis, à un moment, la forêt s'écarte, les montagnes s'ouvrent. Et dans la brume, une forme se dessine, quelque chose est là, accroché à la montagne, une ville en équilibre au bord du vide. Des terrasses à flanc de falaise, des murs de pierre fondus dans le paysage, comme si la montagne elle-même les avait façonnés. Pendant longtemps, elle est restée inconnue du monde occidental, une cité perchée dans les nuages que seuls les habitants de la région connaissaient encore. On ne sait pas exactement pourquoi elle a été construite, ni pourquoi elle a été abandonnée, et même aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a découvert, elle garde ses secrets. Bienvenue dans cet avant-dernier voyage autour des 7 merveilles du monde. Aujourd'hui, on vient explorer un bout d'Amérique du Sud et cette fois, on est perché au sommet des montagnes péruviennes. Mesdames et messieurs, le Machu Picchu. Si ce projet des 7 merveilles du monde est possible, c'est notamment grâce au soutien de Revolut. En tant que voyageur, vous le savez, gérer son argent à l'étranger, c'est souvent une galère. Taux de change foireux, frais bancaires surprises, distributeurs qui taxent. Avec Revolut, j'évite tout ça en permanence. Vous payez avec votre carte comme d'habitude et la conversion dans la devise locale se fait en temps réel avec le meilleur taux de change du marché. Ici au Pérou, j'ai eu aucune démarche à faire. Comme à chaque fois, je paye directement et la conversion se fait tout de suite de l'euro vers le sol péruvien directement. Vous pouvez aussi convertir vos devises à l'avance dans l'application ou faire des retraits dans la devise locale sans frais additionnels dans la limite de votre abonnement. Et évidemment, ça marche dans plein de pays différents. Si vous voulez tester, utilisez mon lien qui est en description pour télécharger Revolut. C'est gratuit, vous recevez 20 € offerts sur votre compte selon les conditions et vous entrez automatiquement dans un tirage au sort pour gagner 5 000 € parmi les gens qui vont télécharger Revolut sur ma vidéo, et uniquement sur ma vidéo. Donc parmi vous, il y en a un qui gagnera 5 000 €. En plus de ça, Revolut propose plein de fonctionnalités ultra utiles en voyage. Une eSIM intégrée pour avoir de la data sans frais dès que vous atterrissez, des envois d'argent à vos proches en instantané, une carte métal personnalisable comme la mienne aux couleurs des 7 merveilles du monde, ou sinon vous avez la carte gratuite et vous avez aussi des intérêts versés sur votre compte épargne tous les jours. Aujourd'hui, plus de 50 millions de personnes utilisent Revolut et clairement pour les voyages, c'est indispensable. Si vous voyagez ou que vous voulez une solution bancaire plus simple, le lien pour télécharger Revolut est en description ou alors le QR code s'affiche juste ici. Encore merci à Revolut de rendre possible ce projet et nous, on remonte en haut au Machu Picchu. Tout commence à Cusco, une ville à 3400 mètres d'altitude. Et quand on arrive, on le sent. L'air est plus sec, la respiration est un peu plus courte, les montagnes partout autour, les ruelles pavées, les murs incas encore debout, les femmes en habits colorés, les odeurs de cuisine dès le matin. Et aussi, un truc qui surprend pas mal de visiteurs, les drapeaux colorés un peu partout dans la ville. Petit point rapide, non, c'est pas le drapeau LGBT, c'est le drapeau de la ville de Cusco. Il a été créé dans les années 1970 pour représenter les valeurs andines comme la diversité, l'harmonie, la terre-mer. Et aujourd'hui, pour bien le différencier, il y a même un petit soleil doré en plein milieu. On a l'impression d'être arrivé dans un autre monde et pourtant c'est pas encore le Machu Picchu. Pour y aller, on prend un train et pas n'importe lequel, un train vitré ouvert sur tous les paysages. Il glisse entre les montagnes, longe la rivière, traverse les forêts. Parfois on se croirait dans une pub, parfois on se croirait dans un rêve. Le train s'arrête à Aguascalientes, un petit village planté là, au pied des montagnes. Pas de voiture, pas de grande rue, juste des escaliers, des marchés et des montagnes qui nous encerclent. C'est ici qu'on passe la nuit et au lever du jour, on monte.
en bus ou à pied pour les plus motivés. Et c'est là que tout commence. Le Machu Picchu, on pense qu'il a probablement été construit sous le règne de Pachacútec, l'un des souverains les plus importants de l'Empire Inca. Son nom veut dire celui qui transforme le monde, et c'est exactement ce qu'il a fait. À la base, il n'était même pas censé régner, mais pendant une attaque contre Cusco, il prend les armes, attaque et prend le pouvoir. Ensuite, il redessine tout. Il fait construire des routes, des centres agricoles, des forteresses. Il rassemble des peuples sur des milliers de kilomètres et quelque part, au milieu de tout ça, dans une montagne reculée, il fait bâtir un domaine royal. Un lieu d'élite, symbolique et spirituel, isolé, taillé dans la roche et ouvert sur le ciel, le Machu Picchu. Le Machu Picchu, une ville qu'on a redécouverte des siècles plus tard, sans trop savoir pourquoi elle a été construite, ni pourquoi elle a été laissée là, nichée dans les montagnes. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été bâtie vers 1450, là où l'Empire Inca était au top de sa puissance. Et ici, rien n'a été fait au hasard. La ville est super bien organisée, avec différentes zones bien séparées. Les Incas savaient parfaitement comment s'adapter à leur environnement. Ils ont sculpté la montagne avec des terrasses pour cultiver. Ils ont pensé à tout un système pour évacuer l'eau de pluie sans que la terre parte en glissant. Bref, des pros de l'ingénierie. Si on se rapproche plus près des murs, on remarque que les pierres sont taillées hyper précisément, sans ciment ni mortier. Elles tiennent juste par leur forme, imbriquées les unes dans les autres comme un puzzle géant. Alors, comment ils les taillaient? Ils mettaient du bois dans les fissures naturelles de la roche, puis arrosaient d'eau. Le bois gonflait et faisait pression, la pierre finissait par se fendre. Ensuite, ils ajustaient les blocs à la main, et pour leur donner cette forme lisse, ils polissaient avec des sortes de galets. Le temps passe, les secousses arrivent et ça tient toujours. Parce qu'il faut savoir qu'au Pérou, ça bouge tout le temps. Le pays est posé sur ce qu'on appelle le feu du Pacifique. C'est une grosse zone autour de l'océan Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent et provoquent des tremblements de terre en permanence. Ici, c'est la plaque de Nazca qui glisse lentement sous la plaque sud-américaine. Résultat, le sol tremble souvent. En moyenne, il y a plus de 950 secousses par an au Pérou. Et si on parle uniquement des séismes qui dépassent les magnitudes 4, on en compte plus de 500 par an. Ça fait 1 toutes les 16 heures. La région de Lima, par exemple, est très exposée. Et d'ailleurs, il y a tout juste 10 jours avant notre tournage, le dimanche 15 juin 2025, un séisme de magnitude 5,6 a frappé la capitale. Il y a eu des coupures d'électricité, des murs qui se sont écroulés et malheureusement au moins 2 morts. Le Machu Picchu, qui est à 600 km de là, n'a rien senti ce jour-là. Mais la région des Andes n'est pas complètement à l'abri non plus. Et pourtant, la cité est toujours là, comme si rien ne l'avait jamais secoué. Parce que les Incas avaient déjà tout prévu. Leurs bâtiments sont pensés pour résister. Les pierres s'emboîtent tellement bien que ça absorbe les vibrations au lieu de les casser. Et en plus de ça, les fondations s'enfoncent profondément dans la roche. Vraiment, une architecture parasismique avant même que le mot existe. Avant de rentrer dans les détails du Machu Picchu, petit zoom sur les Incas. Parce que cette cité perchée dans les montagnes, elle sort pas de nulle part. Elle vient d'un empire immense qui, en quelques décennies, a transformé toute la côte ouest de l'Amérique du Sud. Les Incas, c'est l'une des plus grandes civilisations d'avant l'arrivée des Européens. Leur territoire faisait plus de 4000 km de long, du sud de la Colombie jusqu'au nord du Chili. C'est énorme et ce qui rend ça dingue, c'est que tout ça a été géré sans roues, sans monnaie, sans chevaux, sans écriture. Et pourtant, ça marchait super bien parce que leur système était vachement bien organisé. Chaque village, chaque récolte, chaque habitant avait un rôle précis. Et pour que tout roule, ils avaient mis en place un service national obligatoire
qu'ils appelaient le Mita. Tout le monde devait donner un petit peu de son temps pour construire des routes, cultiver ou encore stocker des réserves. Bref, bosser pour la communauté. Et malgré les montagnes partout, les infos circulaient vite. Comment? Grâce à des messagers à pied, les chasquis. C'était des coureurs de l'extrême qui se passaient le relais sur des centaines de kilomètres à travers les Andes. Ils empruntaient un énorme réseau de chemins pavés qu'on appelle le Capacnan, qui reliait tous les coins de l'Empire. Et c'est pas une blague, il y avait plus de 20 000 km de route. C'est d'ailleurs ce qu'on voit encore aujourd'hui, ce qui s'appelle l'Inca Trail. Et comme ils écrivaient pas, ils utilisaient un système ultra malin pour retenir les infos, c'est ce qu'on appelle les quipus. C'était des cordes avec des nœuds. Chaque nœud, chaque espace, chaque couleur voulait dire quelque chose. C'était un peu leur code secret, version ficelle, pour compter, pour transmettre des infos ou encore archiver ce qui se passait. Mais ce qui bluffe encore aujourd'hui, c'est comment ils géraient leur stock. Dans tout l'Empire, il y avait des grands entrepôts qu'ils appelaient kolkas, où ils stockaient de la nourriture, du sel, du tissu. Et tout ça pouvait être redistribué rapidement en cas de famine ou de problème. Clairement, les Incas avaient inventé le système de logistique bien avant nous. Il faut savoir que tout ça tournait sans propriété privée. La terre appartenait à la communauté ou à l'État. Les gens cultivaient des terrains partagés et chacun bossait pour le bien du groupe. Et malgré le temps qui passe, plein de leurs constructions sont encore là aujourd'hui. Leurs routes, leurs terrasses agricoles, leurs ponts suspendus en corde, c'est encore utilisé aujourd'hui. C'est du solide. Et tout en haut de cet empire, il y avait le Sapa Inca, une sorte d'empereur sacré qu'on disait descendant du soleil. Et parmi eux, il y en a notamment un qui a marqué l'histoire, c'est Pachacútec. C'est d'ailleurs très certainement grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais que le Machu Picchu est divisé en plusieurs zones. Et ben voilà, on y est, tout est organisé, tout est réfléchi, tout est posé à un endroit précis. Comme vous voyez derrière moi, la première chose qu'on remarque, c'est les terrasses. Elles descendent en escalier le long de la montagne, comme des balcons suspendus dans le vide. À la base, elles servaient à faire pousser des pommes de terre, des fèves, du maïs, des fruits aussi. Tout ce qu'il fallait pour nourrir tous ceux qui habitaient ici. Mais ces terrasses servaient aussi à stabiliser la montagne, à éviter que la terre glisse pendant les pluies. D'ailleurs, regardez ce qu'on voit depuis le chemin juste au-dessus. On voit bien comment ça descend tout droit vers le vide et pourtant tout est parfaitement aligné. À 2400 mètres d'altitude sur une pente aussi raide, franchement c'est du génie. Un peu plus haut, on entre dans la zone résidentielle. On voit bien les petites maisons en pierre, une ou deux pièces, souvent autour de petites cours. Il y a des escaliers partout, des ruelles étroites, des passages étroits entre les murs. Et puis, juste après, la zone sacrée où chaque bâtiment avait un rôle bien précis. Le Temple du Soleil, par exemple, est construit sur un rocher naturel. Il servait probablement à rendre hommage à Enki, le dieu soleil. Son mur en arc de cercle est orienté pile sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Un vrai repère cosmique. Juste en dessous, on trouve ce qu'on appelle la tombe royale. Un petit sanctuaire creusé dans la roche où des rituels funéraires étaient peut-être pratiqués. Un peu plus loin, on arrive à la place sacrée avec deux autres temples. Le temple des trois fenêtres qui encadre la lumière du matin et le temple principal probablement réservé aux cérémonies les plus importantes. Il y a aussi plein de zones plus discrètes comme des fontaines, des canaux ou encore des entrepôts. Et il ne faut pas oublier, tout ça a été construit dans une région sismique où il pleut fortement. Chaque mètre carré avait un rôle important. Le Machu Picchu, pendant des siècles, personne ne l'a trouvé.
En même temps, c'est logique puisque personne l'a vraiment cherché. C'est pas un lieu totalement inconnu. Les gens des villages autour savaient qu'il y avait des ruines là-haut, recouvertes par la végétation. Mais ça n'a jamais vraiment attiré l'attention du reste du monde. Jusqu'en 1911, cette année-là, un explorateur américain, Hiram Bingham, débarque au Pérou. Son objectif à la base, c'est pas du tout le Machu Picchu. Lui, ce qu'il cherche, c'est Vilcabamba. Alors Vilcabamba, c'est quoi? C'est le dernier bastion des Incas quand ils se sont repliés, quand les Espagnols ont envahi leur empire au XVIe siècle. Une cité perdue dans la jungle, jamais vraiment localisée à l'époque. Et puis, pendant ses recherches, Bingham entend parler d'un vieux site localisé dans les montagnes. Il grimpe avec des guides locaux et là, il tombe sur le Machu Picchu. Tout est recouvert de lianes, de mousse, de végétation. Mais les terrasses sont là, les murs sont debout et les temples aussi. Il pense avoir trouvé Vilcabamba, mais en fait, il s'est trompé. Ce n'est pas cette ville-là. Mais il comprend vite qu'il vient de trouver quelque chose d'énorme. Et à partir de là, tout s'emballe. Bingham fait des photos, écrit des articles, fait des conférences. Et dans l'imaginaire occidental, le Machu Picchu devient la cité perdue des Incas. Entre 1912 et 1915, Bingham revient plusieurs fois pour faire des fouilles. Et il fait évacuer des centaines d'objets, outils, ossements, poteries, bijoux. Tout est envoyé à l'université de Yale qui a financé l'expédition. Mais très vite, le Pérou commence à râler. Ces objets, c'est son histoire, son patrimoine. Et ils estiment qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour que tout ça reste aux États-Unis. Le Pérou réclame les objets, Yale refuse, tergiverse, négocie. Il faudra attendre presque 100 ans jusqu'à 2012 pour que la majorité des pièces soient enfin rendues et exposées à Cusco. Aujourd'hui, le Pérou remet les choses à leur place. Il rappelle que cette montagne, ces pierres, ces ruines faisaient déjà partie de l'histoire locale. Et que le Machu Picchu n'était pas une cité oubliée, juste un lieu que le temps avait un peu mis en retrait. Autour du site, les familles Quechua, les descendants de ceux qui habitaient ici, vivent encore dans la région. Certains sont guides, d'autres agriculteurs, artisans. Et pour eux, le Machu Picchu, c'est pas simplement un spot Instagram. C'est un héritage vivant, une mémoire encore bien présente. Comme je vous le disais juste avant, on a raconté pendant longtemps que le Machu Picchu, c'était une ville perdue, passée sous le radar des Espagnols pendant des siècles, avant d'être redécouverte par un explorateur américain en 1911, presque de par hasard, par Hiram Bingham. Mais en réalité, c'est pas si simple. Et c'est peut-être même encore plus impressionnant que ça. Déjà, à l'époque de la conquête, le Machu Picchu n'était pas du tout inconnu. On a longtemps cru que les Espagnols étaient complètement passés à côté, mais pas forcément. En 1539, le site est carrément attribué comme encomienda, un genre de domaine colonial aux frères de Francisco Pizarro Hernando. Et dans plusieurs textes du XVIe siècle, on retrouve son nom comme Picho ou encore Pichu. Et il n'a pas été vidé du jour au lendemain non plus. On sait qu'il y a encore des gens qui y habitaient durant les années 1590. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que le site commence à se vider petit à petit. Pourquoi? Parce que les colons espagnols ont voulu regrouper les habitants dans des villages appelés des réductions, notamment pour pouvoir les contrôler, les évangéliser et savoir ce qu'ils faisaient. Du coup, les gens ont été déplacés et le Machu Picchu a fini par être mis un peu de côté. Mais il n'a jamais été oublié pour autant. Et surtout, il faut bien comprendre une chose, le Machu Picchu, c'était pas une ville classique avec des populations denses et des quartiers populaires. C'était un lieu spécial, un domaine royal réservé à une élite, à la famille de l'empereur, à certains dignitaires et aux personnes qui travaillaient pour eux. Pas besoin de milliers d'habitants ici, les gens montaient pour un moment, une cérémonie, une mission et redescendaient dans les vallées. Et justement, pendant longtemps, on a cru que c'était un endroit réservé uniquement aux femmes. Quand Bingham et son équipe ont fouillé le site, ils ont retrouvé plus de 170 squelettes. Leur ostéologue de l'époque a estimé, à partir de la forme des crânes, que c'était quasiment toutes des femmes. Donc, il en a déduit que Machu Picchu était une espèce de sanctuaire réservé aux Vierges du Soleil, les Aklas, comme on les appelle dans les textes incas. C'était des jeunes filles choisies dès l'enfance dans tout l'Empire, souvent issues de familles nobles. Elles étaient envoyées dans des lieux spéciaux comme des couvents pour être formées à des tâches religieuses ou encore sociales. Certaines faisaient des offrandes au soleil, d'autres préparaient la chicha, une sorte de bière artisanale à base de maïs fermenté.
D'autres tissaient des vêtements rituels ou servaient dans les cérémonies. Une petite partie pouvait aussi être donnée en mariage à des hauts dignitaires, comme une sorte d'alliance politique. Sauf que voilà, les conclusions de Bingham, on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses. À l'époque, on déterminait le sexe des squelettes uniquement avec les crânes, ce qui n'était absolument pas fiable du tout. Les études modernes ont repris les ossements, analysé les bassins, et la surprise, on a découvert qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc non, ce n'était pas une communauté de femmes recluses, c'était plutôt une petite population mixte installée ici pour faire tourner le domaine. Et ça colle bien avec ce qu'on sait maintenant du rôle du Machu Picchu, un lieu exclusif, cérémoniel, royal, mais pas une ville classique ou une légende sortie de nulle part. Aujourd'hui, ce qui menace le plus le Machu Picchu, c'est pas un ennemi ou encore un trésor caché, mais c'est tout simplement la nature. Ici, il pleut beaucoup, le terrain est en pente et il y a plus de 3000 personnes chaque jour qui viennent marcher sur le site. Depuis 2019, les autorités péruviennes ont mis en place plein de mesures pour limiter l'impact des visites. Il y a un nombre limité d'entrées par jour, les parcours sont stricts et certaines parties du site sont carrément fermées au public pour les préserver. Des équipes de spécialistes étudient régulièrement l'humidité, la stabilité du sol, les mouvements éventuels, la déformation des pierres. Bref, le site est suivi de très près. Le Machu Picchu est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Et autour de lui, une immense zone protégée de plus de 300 km² empêche les constructions, les routes ou encore l'urbanisation de trop s'approcher. Mais ce qui est fou, c'est que même avec ce qu'on sait déjà, le Machu Picchu continue d'impressionner. Ces dernières années, grâce à un outil qui s'appelle le LIDAR, un genre de scanner laser qui permet de cartographier ce qu'il y a sous la végétation, les chercheurs ont découvert des centaines de nouvelles choses autour du site. Des terrasses, des sentiers, des constructions, ce qui laisse penser que la zone était peut-être bien plus grande, plus peuplée et plus active que ce que l'on imaginait. En fait, le Machu Picchu qu'on visite aujourd'hui, c'est peut-être simplement le cœur d'un ensemble beaucoup plus vaste. Alors, même si aujourd'hui on a l'impression de visiter une vieille cité dans la montagne, c'est surtout un lieu fragile, constamment entre trois besoins, le protéger, le faire découvrir et le faire comprendre. Et honnêtement, en ayant visité déjà 5 des 7 merveilles du monde, ce lieu-là, franchement, il a vraiment quelque chose de spécial. Ouais, vraiment, ce que je retiens de ce voyage, c'est pas juste le Machu Picchu en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Le train qui remonte la vallée, les paysages qui défilent, le calme qui s'installe petit à petit. Et puis, ce petit village, Aguas Calientes, posé au pied des montagnes. On s'y sent bien, c'est calme, des paysans un peu coupés du monde. Un village qui existe presque uniquement pour accueillir les voyageurs du Machu Picchu, mais qui a son ambiance bien à lui. Il y a quelque chose de très fort qu'on ressent plus qu'on ne le comprend. Et voilà, ça fait 6 merveilles. On espère que ce voyage dans les hauteurs du Pérou vous a autant plu qu'à nous. À très vite pour l'épisode final de cette série de voyages autour du monde. C'était Neoxy. Merci à Revolut, le lien est en description pour récupérer vos 20 € et tenter de participer au concours pour avoir 5 000 €.